Ils ont osé menotter une héroïne de guerre, mais ce qu'ils ignorent va les anéantir. Avant de plonger dans cette histoire d'injustice et de triomphe, si elle vous révolte ou vous inspire, laissez un commentaire avec 1 et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si elle vous secoue, mettez un pouce bleu pour soutenir ce combat. Restez jusqu'au bout. Un rebondissement explosif vous attend et votre partage peut changer la donne. Dans un parking gris de Lyon, sous un ciel plombé, Aïssata Dieng, une ancienne franc-tireuse de la marine française d'origine sénégalaise, sentit le métal froid des menottes mordre ses poignets. À 34 ans, elle, une héroïne décorée, était traînée comme une criminelle par des policiers, leur regard chargé de mépris raciste. Tout avait commencé lorsqu'elle avait désarmé 2 voleurs qui s'en prenaient à une vieille dame, sans un seul coup. Mais les malfrats, dans une ultime tentative de fuite, l'avaient désignée comme complice. « C'est elle, l'Africaine, elle était avec nous !» Les officiers, conduits par le chef Luc Vasseur, n'avaient pas hésité. « Une noire dans un parking, ça sent les ennuis !» ricana l'un d'eux, resserrant les menottes jusqu'à faire grimacer Aïssata. La foule, silencieuse, observait, certains murmures racistes. « Elle n'a rien à faire ici, perçant l'air. » La rage monta en elle, une fureur brûlante contre ce système qui la jugeait sur sa peau plutôt que sur ses actes. Elle avait sauvé des vies en mission, risqué tout pour son pays, et voilà qu'on la traînait dans la boue pour avoir protégé une innocente. Ses yeux verts, acérés comme des lames, fixèrent Vasseur, promettant en silence. « Vous venez de réveiller une tempête. » Cette injustice n'était pas seulement personnelle, c'était un affront à tous ceux que ce système écrasait par préjugés. Aïssata, vibrante de colère, savait que ce combat ne faisait que commencer. Alors que les portes du commissariat de Lyon se refermèrent derrière Aïssata Dieng, l'écho métallique des menottes et les murmures racistes des officiers, « Une Africaine qui joue les héroïnes, quelle blague !» résonnait encore dans ses oreilles, alimentant une rage si intense qu'elle semblait faire vibrer l'air autour d'elle. La gifle de l'injustice, infligée par le chef Luc Vasseur et ses hommes, n'était pas seulement une humiliation personnelle. C'était une attaque contre son identité, sa peau noire, son passé de franc-tireuse décorée de la marine française. Mais Aïssata, forgée dans les épreuves des champs de bataille, n'était pas femme à plier. Elle portait en elle une colère incandescente, une tempête prête à balayer le système corrompu qui l'avait traînée dans ce commissariat comme une vulgaire criminelle. Ce n'était pas pour elle qu'elle se tenait là, mais pour une cause plus grande, incarnée par l'image d'un garçon de 15 ans, Issa Traoré, arrêté la veille dans le même quartier, accusé sans preuve d'un vol, son seul tort étant sa couleur de peau. Dans la salle d'interrogatoire, froide et stérile, Aïssata, menottée, faisait face à Vasseur. Son uniforme impeccable et son sourire narquois trahissaient une arrogance typique de ceux qui se croient intouchables. « Alors, la sauveuse des banlieues » lança-t-il, son ton dégoulinant de mépris. « Tu pensais vraiment qu'on te laisserait jouer les justicières ? Une noire comme toi devrait savoir rester à sa place. » Ces mots, chargés de racisme, étaient une lame plantée dans la poitrine d'Aïssata, ravivant les souvenirs des insultes qu'elle avait endurées en mission, des regards qui la réduisaient à sa couleur plutôt qu'à ses médailles. Ses poings se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, mais elle garda un silence glacial, ses yeux verts fixant Vasseur comme un prédateur évaluant sa proie. Elle savait que répondre à ses provocations ne ferait que nourrir son ego. Mais à l'intérieur, une fureur volcanique bouillonnait, prête à exploser. Issa, de l'autre côté du commissariat, était assis dans une cellule, les épaules voûtées, son regard vide rappelant à Aïssata les jeunes qu'elle avait vus brisés par le système, des gamins d'origine africaine, étiquetés délinquants avant même d'avoir une chance de parler. Les officiers, dans leurs murmures, ne se gênaient pas. Encore un de ces gamins des cités, tous pareils. Ces paroles, crachées avec dédain, étaient un écho des préjugés qui avaient coûté la vie à tant d'autres. Aïssata, en entendant ces mots à travers la cloison fine, sentit une rage nouvelle l'envahir, une colère si pure qu'elle semblait purifier l'air vicié de la pièce. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait vu Issa être emmenée, menottée, alors qu'elle quittait le parking après avoir sauvé la vieille dame. Son instinct de combattante l'avait poussée à intervenir, à suivre, à entrer dans ce commissariat, non pas pour se défendre, mais pour protéger un autre innocent victime du même racisme systémique. Un détail attira son attention. Sur le bureau de Vasseur, parmi les dossiers éparpillés, elle aperçut une note manuscrite « Traoré, géré rapidement, ordre de Dubois ». Ce nom,
Dubois fit surgir un souvenir. La Compagnie Dubois, une entreprise de construction influente à Lyon, avait été impliquée dans des licenciements suspects de travailleurs immigrés et de Sebivshir bin Gok Phi. Aïssata, avec son expérience militaire, savait que les coïncidences n'existaient pas. Cette note était une piste, un fil ténu reliant Vasseur à un réseau plus vaste, un réseau qui prospérait sur l'exploitation et la marginalisation des communautés comme la sienne. Sa colère, déjà brûlante, se transforma en une détermination froide. Elle ne laisserait pas Issa devenir une autre statistique, un autre nom effacé par des rapports truqués. Soudain, un officier subalterne entra, jetant un regard nerveux à Vasseur avant de murmurer. « Chef, quelqu'un demande à voir la femme. » Une vieille dame, elle insiste. Aïssata comprit immédiatement qu'il s'agissait de Marguerite Dubois, la femme qu'elle avait sauvée. Vasseur, agacé, aboya. « Dites-lui de partir, on n'a pas de temps pour les vieilles folles. » Mais Aïssata, saisissant l'opportunité, lança d'une voix tranchante. « Laissez-la entrer, à moins que vous ne vouliez que toute la ville sache comment vous traitez les héros. » Vasseur, pris de court, la fusilla du regard, mais l'hésitation dans ses yeux trahissait sa peur. Il savait que quelque chose clochait, que cette femme, qu'il avait sous-estimée à cause de sa couleur et de son sexe, n'était pas une proie facile. La rage d'Aïssata, canalisée par des années de discipline militaire, était devenue une arme stratégique. Elle voyait les failles de Vasseur, sa nervosité, son besoin de contrôle. Chaque insulte raciste, chaque tentative de la réduire à une caricature, ne faisait que renforcer sa résolution. Lyon, avec ses rues animées et ses secrets enfouis, était désormais un champ de bataille. Aïssata savait que Vasseur et ses complices ne s'arrêteraient pas là, que les murmures racistes deviendraient des menaces, que le système frapperait plus fort. Mais elle était prête. Sa colère, nourrie par l'injustice faite à Issa, par le souvenir des vies brisées par le racisme, était une flamme inextinguible. Elle ne combattrait pas seulement pour sa liberté, mais pour celle de tous ceux que ce système voulait écraser. Alors que l'interrogatoire brutal d'Aïssata Dieng dans le commissariat de Lyon s'évanouissait dans un silence lourd, la rage qui bouillonnait en elle, attisée par les insultes racistes de Luc Vasseur et l'injustice faite à Issa Traoré, ne faisait que croître, transformant son cœur en un volcan prêt à entrer en éruption. La gifle de l'humiliation, les menottes qui mordaient en ses poignets, les murmures méprisants, une noire qui se prend pour une héroïne, résonnaient comme des coups de poignard. Mais Aïssata, forgée par des années de missions périlleuses dans la marine française, n'était pas femme à se briser. Elle portait en elle une colère si intense qu'elle semblait pouvoir fissurer les murs de ce commissariat corrompu. Mais ce n'était pas dans la confrontation directe qu'elle trouverait sa force. C'était dans les ombres de son passé, dans les cicatrices d'une perte qui avait redéfini sa vie. Assise seule dans une cellule humide, l'odeur de moisi et les cris des autres détenus emplissant l'air, Aïssata ferma les yeux, son esprit replongeant 15 ans en arrière. Son frère cadet, Mustapha, n'avait que 17 ans lorsqu'il fut abattu par des policiers dans une ruelle de Saint-Denis. Il rentrait d'un match de foot, son ballon sous le bras, son sourire encore vif dans la mémoire d'Aïssata. Les officiers l'avaient accusé d'être un voleur en fuite, un délinquant africain, malgré l'absence de preuves. Le rapport, d'une propreté suspecte, parlait d'une résistance à l'autorité pour justifier les balles qui avaient transpercé son corps. Aïssata, alors jeune recrue militaire, avait tout tenté. Manifestations, plaintes, demandes de vidéosurveillance. Mais tout avait été étouffé, les images perdues, les témoins introuvables. Les officiers, dans leur rire narquois, avaient lancé « Un de moins dans les rues, pas de quoi pleurer ». Ces mots, trempés de racisme, avaient brisé quelque chose en elle, transformant sa foi en la justice française en une douleur sourde, une rage qu'elle avait enfouie pour survivre. Cette nuit-là, dans la cellule, le visage d'Issa Traoré se superposa à celui de Mustapha. La même résignation dans ses yeux, la même étiquette de délinquant collée sur sa peau noire avant même qu'il puisse parler. Les murmures des gardiens, encore un gamin des cités, tous pareils, étaient un écho des insultes qui avaient accompagné la mort de son frère. Aïssata sentit une fureur viscérale l'envahir, si puissante qu'elle en trembla, ses poings serrés jusqu'à ce que ses ongles laissent des marques dans sa chair. Elle avait cru, à l'époque, que le système pouvait être réformé, que la justice française, malgré ses failles, pouvait entendre la vérité. Mais la mort de Mustapha, balayée sous des rapports falsifiés,
lui avait appris une leçon cruelle. Ce système ne protégeait pas les Noirs, il les effaçait. Après cette tragédie, Aïssata avait quitté l'idée d'une carrière d'officier, choisissant la discrétion d'un métier de mécanicienne pour panser ses blessures, pour vivre dans l'ombre d'un monde qui l'avait trahi. Mais Issa, menotté dans une cellule voisine, était un miroir de Mustapha, un rappel que le racisme systémique continuait de broyer des vies. Chaque mot méprisant des officiers, chaque regard qui réduisait Issa à un problème racial, était une nouvelle blessure, une insulte à la mémoire de son frère. Aïssata, les yeux fixés sur le mur écaillé de la cellule, sentit une résolution nouvelle l'envahir. Elle n'était pas venue dans ce commissariat pour se défendre elle-même. Elle y était pour Issa, pour Mustapha, pour tous ceux que ce système voulait effacer. La gifle de Vasseur, son arrogance, les murmures racistes, tout cela avait brisé le silence qu'elle s'était imposé. Elle ne pouvait plus se taire. Le silence était une capitulation, et Aïssata Dieng avait assez capitulé pour une vie entière. Un détail inattendu attisa sa colère. En passant devant le bureau de Vasseur, elle avait aperçu un dossier ouvert, marqué du nom Traoré et d'une note « Incident à classer, ordre de Dubois ». Ce nom, Dubois, était une étincelle dans sa mémoire. La compagnie Dubois, liée à des scandales de licenciement discriminatoire, avait été mentionnée dans une enquête qu'Aïssata avait suivie des années plus tôt lorsqu'elle cherchait des réponses sur la mort de Mustapha. Une voix dans le couloir, un officier subalterne, murmura à un collègue « Vasseur a des amis haut placés. Les Noirs comme elle ou le gamin, ils ne font pas le poids. » Ces mots, crachés avec un mépris glacial, firent de bouillir le sang d'Aïssata. Elle comprit que Vasseur n'agissait pas seul. Il était un pion dans une machine plus vaste, protégée par des hommes comme ceux de la compagnie Dubois, qui utilisaient le racisme comme une arme pour maintenir leur pouvoir. La cellule, froide et oppressante, ne pouvait contenir la tempête qui grandissait en elle. Aïssata savait que chaque minute passée ici était un défi, un pari contre un système prêt à tout pour la réduire au silence. Mais sa rage, nourrie par le souvenir de Mustapha et l'injustice faite à Issa, était une flamme inextinguible. Lyon, avec ses ruelles tortueuses et ses secrets enfouis, était devenu un champ de bataille. Aïssata, avec sa discipline de franc-tireuse, était prête à affronter Vasseur, Dubois et tous ceux qui se dresseraient sur son chemin jusqu'à ce que la vérité éclate, même si cela signifiait risquer tout ce qu'elle avait. Alors que la cellule froide du commissariat de Lyon semblait vouloir étouffer Aïssata Dieng, la rage qui bouillonnait en elle, attisée par le souvenir de son frère Mustapha et l'injustice infligée à Issa Traoré, brûlait plus fort que jamais, une flamme prête à consumer les mensonges d'un système corrompu. Les insultes racistes de Luc Vasseur, les menottes qui avaient mordu ses poignets, les murmures méprisants des officiers, encore une Noire qui se croit au-dessus des lois, résonnaient dans son esprit comme un appel à la guerre. Aïssata, ancienne franc-tireuse de la marine française, n'était pas femme à se laisser briser par l'humiliation. Sa colère, forgée dans les épreuves du passé, était une arme, et elle était déterminée à l'utiliser pour démasquer ceux qui prospéraient sur le racisme et la corruption. Ce n'était pas dans l'obscurité d'une cellule qu'elle trouverait des réponses, mais dans les fissures d'un système qu'elle allait faire voler en éclats. Dans une pièce exiguë, éclairée par une lampe vacillante, Aïssata s'assit, un dossier arraché au greffe public étalé devant elle. Les documents sur l'arrestation d'Issa révélaient des incohérences flagrantes. Une heure de détention falsifiée, une signature soi-disant celle d'Issa, mais trop soignée pour un adolescent terrifié. Ces anomalies n'étaient pas des erreurs, elles étaient les traces d'une machination. Poussée par une fureur qui lui nouait la gorge, Aïssata plongea dans les archives numériques, ses doigts tapant avec une précision militaire sur son ordinateur portable. Elle chercha des informations sur Vasseur, l'officier arrogant qui l'avait humilié, et sur la compagnie Dubois, dont le nom apparaissait dans une note inquiétante. Les résultats étaient accablants. Vasseur, décoré, héros local autoproclamé, avait un historique de plaintes pour brutalité, toutes contre des personnes d'origine africaine, toutes étouffées. La compagnie Dubois, quant à elle, était liée à des licenciements discriminatoires de travailleurs immigrés, des Q Bin Gok Phi, et à des contrats douteux avec des fonctionnaires locaux. Un détail fit bondir son cœur. Une note interne mentionnait une unité d'intervention spéciale, UIS, une entité secrète absente des registres officiels, mais citée dans l'arrestation d'Issa. Gestion discrète, ordre de Dubois.
Aïssata sentit une vague de colère l'envahir, si intense qu'elle brisa le stylo qu'elle tenait, l'encre se répandant comme du sang sur le papier. L'US n'était pas une simple brigade, c'était une machine de répression, conçue pour effacer les traces des abus racistes, pour protéger des hommes comme Vasseur et leurs complices dans l'ombre. Chaque ligne qu'elle lisait était une insulte à la mémoire de Mustapha, à la dignité d'Issa, à tous ceux que ce système avait réduits à des numéros. Elle se rappela les mots d'un ancien camarade de la marine. En France, la justice ferme les yeux quand il s'agit des Noirs. Ces mots, autrefois un murmure résigné, étaient maintenant un défi qu'elle relevait avec une fureur implacable. Poussée par cette rage, Aïssata prit un risque audacieux. Sous une pluie battante, elle se rendit à une annexe des archives judiciaires de Lyon, un bâtiment sinistre où les secrets étaient enterrés sous des piles de dossiers poussiéreux. Là, elle rencontra un employé nerveux, un jeune homme nommé Sofiane Keita, qui semblait hésiter à croiser son regard. « Vous voulez quoi exactement » demanda-t-il, sa voix tremblante. Aïssata, les yeux brillants d'une colère contenue, répondit « La vérité sur Issa Traoré, et sur tous ceux que votre système a broyés pour leur couleur de peau. » Après un silence tendu, Sofiane glissa une enveloppe scellée vers elle, murmurant « Prenez ça et disparaissez. Ils surveillent tout. » À l'intérieur, des rapports expurgés, des horodatages contradictoires et une plainte contre Vasseur, datant de 3 ans, pour agression raciale sur un jeune d'origine malienne. Plainte mystérieusement disparue des archives publiques. Le document le plus troublant était un mémo interne, marqué d'une écriture rouge, US, zone 7, gestion des incidents jeunesse, superviseur, L. Vasseur. Aïssata sentit son souffle se couper. L'UIS était la clé, un réseau clandestin qui opérait pour protéger les officiers corrompus et maintenir un ordre raciste. Chaque mot qu'elle lisait était une nouvelle blessure, un rappel des insultes racistes qui avaient accompagné la mort de Mustapha, des vies effacées comme si elles n'avaient jamais compté. Elle comprit que Vasseur n'était qu'un rouage, un pion dans un jeu orchestré par des forces plus puissantes, liées à la Compagnie du Bois. Alors qu'elle quittait l'annexe, une voiture sombre passa lentement, ses phares balayant la rue déserte. Aïssata sentit un frisson glacé, mais sa colère était plus forte que la peur. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, comme un bouclier. Ce n'était plus seulement une affaire d'arrestation injuste, c'était une guerre contre un système qui prospérait sur le racisme et la corruption. Lyon, avec ses ruelles trempées et ses secrets enfouis, était devenu un champ de bataille. Aïssata savait que chaque pas la rapprochait d'une vérité explosive, mais aussi d'un danger mortel. Sa fureur, nourrie par la mémoire de Mustapha et l'injustice faite à Issa, était une flamme qui ne s'éteindrait pas. Elle était prête à risquer tout pour arracher les masques de Vasseur, de Dubois et de leur machine infernale, même si cela signifiait affronter seul un système déterminé à l'engloutir. Alors que la pluie cessait de marteler les rues de Lyon, laissant derrière elle un silence oppressant, Aïssata Dieng serrait l'enveloppe scellée, remise par Sofiane Keita, ses doigts tremblant non pas de peur, mais d'une rage incandescente qui menaçait de tout consumer. Les révélations sur l'unité d'intervention spéciale, UIS, les mensonges de Luc Vasseur et les connexions troubles avec la Compagnie du Bois avaient transformé sa colère en une arme affûtée, prête à trancher les voiles d'un système raciste et corrompu. Chaque mot des rapports, chaque insulte raciste murmurée dans les couloirs du commissariat, ces Noirs ne savent pas rester à leur place, était une nouvelle blessure, un écho des injustices qui avaient coûté la vie à son frère Mustapha et menacé maintenant Issa Traoré. Mais ce n'était pas dans les dossiers qu'elle trouverait la force de renverser ses ennemis, c'était dans les alliances inattendues, dans les fissures d'un système qui croyait pouvoir la briser. Dans un café discret du quartier de la Guillotière, loin des regards indiscrets, Aïssata rencontra Sofiane Keita, l'employé des archives qui avait risqué son emploi pour lui remettre les documents compromettants. Sous une lumière tamisée, Sofiane, nerveux, triturait une serviette en papier, ses yeux scrutant la porte comme s'il craignait qu'elle s'ouvre sur des ombres menaçantes. « Je ne suis pas un héros, Aïssata, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Mais je ne peux plus supporter ce qu'ils font. L'UIS, c'est une machine pour effacer des vies comme celle d'Issa, comme celle de votre frère. » Sa peur était palpable, mais il tendit à Aïssata une clé USB, ses mains moites. « C'est un enregistrement. Quelqu'un de l'intérieur a parlé. » Aïssata sentit une fureur nouvelle l'envahir, si intense qu'elle semblait faire vibrer les murs du café. La clé contenait un extrait audio. La voix de Vasseur,
froide et arrogante, ordonnant à un subordonné de classer l'affaire Traoré, comme pour le gamin Dieng il y a 15 ans. Ces gens-là ne méritent pas qu'on s'attarde. Ces mots, trempés de racisme, étaient une gifle, une insulte à la mémoire de Mustapha, à la dignité d'Issa, à tous ceux que le système avait écrasés. Sofiane, hésitant, ajouta une information qui fit basculer son monde. « Il y a une taupe dans l'UIS », chuchota-t-il, jetant un regard nerveux vers la fenêtre. Une femme, une officière subalterne nommée Fatou Sow. Elle a vu ce qu'ils font aux jeunes des quartiers et elle a transmis cet enregistrement. Mais il la soupçonne. Aïssata serra la clé USB, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Chaque syllabe de l'enregistrement était une preuve, un fil ténu reliant Vasseur à un réseau plus vaste, un réseau qui prospérait sur le racisme et la corruption. Elle sentit une rage volcanique l'envahir, une colère si pure qu'elle semblait purifier l'air vicié du café. Ces hommes, Vasseur, les cadres de la Compagnie du Bois, pensaient pouvoir effacer des vies comme on efface une tache, mais ils avaient sous-estimé Aïssata, une franc-tireuse qui avait survécu à des missions où la mort était une compagne quotidienne. Soudain, un crissement de pneus déchira la nuit. Une voiture noire, sans plaque, s'arrêta brutalement devant le café, ses phares balayant l'intérieur. Sofiane pâlit, saisissant le bras d'Aïssata. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-il, sa voix brisée par la panique. Aïssata, la rage surpassant la peur, glissa la clé dans sa poche et répondit d'une voix basse mais ferme. « Ils pensent non qu'ils peuvent nous arrêter. Ils se trompent. » Elle entraîna Sofiane vers une sortie arrière, leurs pas résonnant dans l'obscurité. Dehors, des ombres se mouvaient, des silhouettes indistinctes mais menaçantes. Aïssata, avec son instinct de combattante, repéra un passage étroit entre les immeubles et s'y engouffra, tirant Sofiane derrière elle. Une voix, amplifiée par un mégaphone, déchira l'air. « Sortez, Dieng, on sait que vous êtes là. » La menace était claire, mais la colère d'Aïssata était plus forte. Elle savait que l'UIS, Vasseur et leurs complices étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets, mais elle aussi était prête à tout pour les exposer. Alors qu'ils s'échappèrent dans les ruelles sombres de Lyon, Aïssata serra la clé USB comme un talisman. Chaque mot de cet enregistrement, chaque preuve dans les dossiers, était une arme contre un système qui avait prospéré sur le silence et le racisme. La ville, avec ses rues humides et ses secrets enfouis, était devenue un champ de bataille. Aïssata n'était plus seulement une femme en colère, elle était une tempête, une force prête à déchirer les fondations d'un ordre corrompu. Elle savait que chaque pas la rapprochait d'un affrontement final, mais aussi d'un danger mortel. Sa fureur, nourrie par la mémoire de Mustapha et l'injustice faite à Issa, était inextinguible. Elle continuerait, pour eux, pour Fatou Sow, pour tous ceux que le système voulait effacer, jusqu'à ce que la vérité éclate, même si cela signifiait affronter seul les ténèbres d'un système déterminé à l'engloutir. Alors que les ruelles sombres de Lyon engloutissaient Aïssata Dieng et Sofiane Keita, le grondement de la voiture noire sans plaque résonnait encore comme une menace sourde, un écho des forces qui cherchaient à étouffer la vérité qu'ils portaient. La clé USB, serrée dans la main d'Aïssata, était une arme brûlante, un fragment de justice pour Issa Traoré et son frère Mustapha, mais aussi une cible qui mettait leurs vies en péril. La rage qui pulsait en elle, nourrie par les révélations sur l'unité d'intervention spéciale, UIS, les insultes racistes de Luc Vasseur et les connexions troubles avec la Compagnie du Bois, était devenue une tempête incontrôlable, prête à renverser un système corrompu. Mais ce n'était pas dans la fuite qu'elle gagnerait cette guerre, c'était dans l'affrontement, là où les ombres du pouvoir seraient forcées de se dévoiler sous la lumière crue de la vérité. Dans un appartement exigu du quartier de la Croix-Rousse, Aïssata s'assit, le souffle court, les documents de l'UIS étalés sur une table bancale. La clé USB, désormais branchée sur son ordinateur, diffusait l'enregistrement accablant de Vasseur. Chaque mot, « Ces noirs ne méritent pas qu'on s'attarde », comme une lame plantée dans sa poitrine. Sa colère, aiguisée par des années de silence face au racisme institutionnel, était devenue une force dévastatrice. Elle savait que chaque seconde passée à fouiller dans ses secrets attirait l'attention des puissants, Vasseur, la Compagnie du Bois et leurs complices tapis dans l'ombre. Son téléphone vibra, un message anonyme. « Arrêtez, ou votre sœur paiera. » Une photo jointe montrait sa sœur cadette, Mariama, sortant d'un marché, ignorant qu'elle était surveillée. La fureur d'Aïssata explosa, si intense qu'elle renversa une chaise, le bois claquant contre le sol comme un coup de feu. Ils osaient de menacer sa famille,
utiliser sa douleur pour la faire plier, la réduire à une agitatrice africaine qu'il croyait pouvoir écraser. Les médias, complices du système, avaient déjà commencé leur campagne de diffamation. Les journaux lyonnais titraient « Aïssata Dieng, ancienne militaire, sème le chaos par vengeance ». Les articles la dépeignaient comme une femme instable, une noire enragée, motivée par des griefs personnels. Son origine sénégalaise brandie comme une preuve de sa dangerosité. Les commentaires en ligne débordèrent d'insultes racistes. « Retourne en Afrique, elle veut détruire la France ». Chaque mot était une nouvelle blessure, un rappel de la société française qui refusait de voir les Noirs comme des égaux. Aïssata sentit son cœur se serrer, mais sa rage l'emporta. Elle ne plierait pas face à ces calomnies, face à un système qui utilisait le racisme comme une arme pour la discréditer. Puis, un événement inattendu fit monter la tension d'un cran. En explorant les fichiers de la clé USB, Aïssata découvrit un courriel crypté envoyé par Fatou Sow, la taupe de l'US mentionnée par Sofiane. Le message, rédigé à la hâte, contenait une liste de noms, des officiers impliqués dans des arrestations ciblées de jeunes d'origine africaine, tous liés à des contrats de la Compagnie du Bois. Une note manuscrite, griffonnée dans un coin, indiquait « Réunion UIS, hôtel de ville, minuit, Dieng surveillé ». Aïssata sentit son sang bouillir. Il ne se contentait pas de la suivre. Il planifiait son élimination, sociale ou physique. Poussée par cette découverte, elle contacta Sofiane, qui répondit d'une voix brisée « Ils savotent pour l'enregistrement. Ils ont piraté mon ordinateur. Ils ont envoyé une lettre anonyme à ma mère, l'accusant de complicité. » Sofiane, terrifié, ajouta « Ils veulent vous briser, Aïssata. Ils vont tout détruire. » Mais Aïssata, la voix vibrante de fureur, répondit « Ils ont déjà brisé mon frère. Ils ne me prendront pas ma vérité. » Cette nuit-là, un incident dramatique amplifia le danger. Alors qu'Aïssata traversait une rue déserte, une voiture noire surgit, freinant brutalement à quelques mètres. Deux hommes encagoulés en sortirent, l'un brandissant une matraque, l'autre murmurant « Lâche l'affaire, ou ta sœur ne verra pas demain. » Aïssata, figée un instant, sentit une rage volcanique l'envahir. Elle hurla « Vous pensez qu'une matraque m'arrêtera? Vous ne savez pas qui je suis. » Sa voix, portée par des années de discipline militaire, fit reculer les hommes qui s'enfuirent dans la nuit. Tremblante mais inflexible, Aïssata comprit que l'US ne reculait devant rien, ni menace, ni violence, ni campagne de diffamation raciste pour protéger ses secrets. Elle retourna à son appartement, barricadant la porte, son esprit bouillonnant. Les insultes des médias, les menaces contre sa famille, les murmures racistes du commissariat, tout cela n'était qu'une tentative de la réduire au silence, de la reléguer à l'invisibilité, comme Mustapha, comme Issa. Mais chaque attaque renforçait sa détermination. Elle n'était plus seulement une femme en colère, elle était une tempête, une force prête à déchirer le voile de mensonges qui protégeait Vasseur, Dubois et leurs machines racistes. Lyon, avec ses rues humides et ses silences complices, était devenu un champ de bataille. Aïssata savait que chaque pas la rapprochait d'un affrontement final, mais aussi d'un danger mortel. Sa fureur, nourrie par les injustices passées et présentes, était une flamme inextinguible. Elle continuerait, pour Mustapha, pour Issa, pour Fatou Sow, jusqu'à ce que la vérité éclate, même si le système entier se dressait contre elle, prête à l'engloutir. Alors que la nuit lyonnaise s'alourdissait, enveloppant la ville d'un voile de tension, Aïssata Dieng, barricadée dans son appartement de la Croix-Rousse, serrait la clé USB comme un talisman, son cœur battant au rythme d'une rage inextinguible. Les menaces des hommes encagoulés, les articles diffamatoires la dépeignant comme une « noire enragée », et les insultes racistes qui tentèrent de l'effacer n'avaient de fait qu'attiser la fureur qui brûlait en elle. Une colère si intense qu'elle semblait capable de faire trembler les fondations du système corrompu. Cette rage, née de l'injustice infligée à Issa Traoré, de la mort de son frère Mustapha et des révélations sur l'unité d'intervention spéciale, UIS, n'était plus seulement personnelle. C'était une révolte contre un ordre qui prospérait sur le racisme et la corruption. Mais ce n'était pas dans l'ombre qu'elle triompherait. C'était dans la lumière crue d'une salle d'audience, où la vérité qu'elle portait comme une arme allait enfin exploser. Le jour de l'audience décisive, le tribunal de Lyon était un chaudron d'émotions, les regards hostiles des officiers et les murmures racistes. Une Africaine qui défie la loi, quelle arrogance, flottant dans l'air comme un venin. Aïssata, debout, seule,
Sans avocat ni allié visible, sentait le poids du système sur ses épaules, mais sa colère était une armure impénétrable. Le procureur, un homme au visage sévère, présenta une motion accusant Aïssata d'avoir violé des bases de données sécurisées, brandissant des images d'elle fuyant le café avec Sofiane Keita, manipulée pour la faire passer pour une criminelle. Luc Vasseur, assis au fond, observait avec un sourire glacial, convaincu que le système le protégerait, comme toujours. Les cadres de la Compagnie du Bois, présents dans l'ombre, échangeaient des regards complices. Aïssata sentit une vague de fureur l'envahir, si puissante qu'elle en trembla. Ils pensaient pouvoir l'enterrer, comme ils avaient enterré Mustapha, comme ils voulaient enterrer Issa, mais ils avaient sous-estimé la franc-tireuse qu'elle était. Soudain, la porte du tribunal s'ouvrit avec fracas, faisant sursauter l'assemblée. Sofiane Keita, échevelé, le visage marqué par la peur mais porté par une détermination nouvelle, entra, une clé USB brandie comme un étendard. « J'ai des preuves !» cria-t-il, sa voix brisant le silence oppressant. « Des preuves authentiques, non falsifiées, que vous ne pourrez pas ignorer. » Les murmures cessèrent, remplacés par un silence électrique. Aïssata, immobile, sentit son cœur s'accélérer, sa rage se transformant en une lueur d'espoir. Sofiane inséra la clé dans l'ordinateur du tribunal et l'écran s'alluma, diffusant un enregistrement audio d'une clarté glaçante. La voix de Vasseur, lourde de mépris, ordonnait « Classez l'affaire Traoré, comme pour le frère Dieng. Ces noirs ne valent rien. » Puis celle d'un cadre de la Compagnie du Bois. « Faites d'elle une paria, une folle qui veut semer le chaos. » Une troisième voix, celle de Fatou Sow, la taupe de Luis, ajouta « J'ai tout vu. Ils ciblent les jeunes des quartiers pour protéger leurs contrats. » La salle explosa en un chaos de cris et de flashs d'appareils photo. Vasseur blêmit, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. Les représentants de la Compagnie du Bois, paniqués, tentèrent de quitter la salle, mais les journalistes les encerclaient déjà. Aïssata, immobile, planta ses yeux dans ceux de Vasseur, un regard si brûlant de défi qu'il semblait le transpercer. « Vous pensiez pouvoir effacer Issa comme vous avez effacé Mustapha, dit-elle, sa voix basse mais vibrante de colère. Mais cette fois, le monde vous voit. » Le juge frappa son marteau, exigeant l'ordre, mais c'était trop tard. La vérité, comme une lame, avait tranché les mensonges du système. Les caméras tournaient, les reporters se pressaient, et Vasseur fut escorté hors de la salle sous le regard accusateur de l'Assemblée. Un détail inattendu amplifia le drame. Alors que l'enregistrement se terminait, une vidéo pirate, transmise par Fatou Sow, apparut sur l'écran du tribunal, montrant Vasseur recevant une enveloppe d'un cadre de la Compagnie du Bois dans un parking isolé. Cette révélation, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, fit basculer la salle dans une frénésie, les murmures racistes se muant en chuchotements de panique parmi les complices. Aïssata, au milieu du tumulte, sentit sa rage se mêler d'une étrange clarté. Elle n'était plus seule. Fatou, Sofiane et les voix anonymes qui commençaient à se lever étaient la preuve que même les systèmes les plus oppressifs pouvaient se fissurer. Alors que la salle se vidait, Issa, libéré de sa cellule pour l'audience, s'approcha d'Aïssata, les yeux brillants de larmes contenues. Il murmura un simple « merci », un mot qui portait le poids de sa délivrance. Aïssata hocha la tête, sa colère toujours là, mais canalisée désormais vers un but plus grand. Lyon, avec ses rues animées et ses secrets exposés, n'était plus seulement un champ de bataille, c'était le début d'une révolution. Aïssata savait que Vasseur et la Compagnie du Bois n'étaient que les premiers à tomber. Sa fureur, nourrie par des années d'injustice raciale, était une flamme qui ne s'éteindrait pas. Elle continuerait, pour Mustapha, pour Issa, pour Fatou, pour tous ceux que le système avait voulu effacer, jusqu'à ce que la justice devienne inéluctable. Alors que le tumulte du tribunal de Lyon s'évanouissait dans le crépuscule, laissant derrière lui l'écho des révélations qui avaient fait tomber Luc Vasseur et exposé la Compagnie du Bois, Aïssata Dieng sortit sous un ciel teinté d'orange, sa poitrine encore vibrante d'une colère inextinguible. L'enregistrement de Sofiane Keita, la vidéo pirate de Fatou Sow et la délivrance d'Issa Traoré avaient brisé les chaînes d'un système raciste. Mais pour Aïssata, cette victoire n'était pas un point final. C'était un cri de révolte, un serment de ne jamais laisser le silence reprendre le dessus. Sa rage, nourrie par la mémoire de son frère Mustapha et les injustices infligées à tant d'autres, s'était transformée en une mission. Non pas se venger, mais bâtir un avenir où les voix noires ne seraient en plus étouffées par le mépris et la corruption.
Dans une salle communautaire du quartier de Vaux-en-Velin, Aïssata se tenait devant une trentaine d'adolescents, majoritairement d'origine africaine, leurs regards oscillant entre défiance et espoir. Les murs, couverts d'affiches de figures comme Aimé Césaire et Angela Davis, portaient aussi une photo de Mustapha, son sourire figé à 17 ans, à côté d'un extrait du dossier corrigé de son affaire, désormais marqué homicide injustifié, enquête interne ouverte. Aïssata, vibrante d'une fureur contenue, parla avec une intensité qui fit taire les chuchotements. Ils veulent à vous faire croire que votre peau vous rend invisible, que vous êtes né pour être écrasé, lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. Mais chaque droit que vous apprenez, chaque vérité que vous portez, est une arme contre ceux qui vous méprisent. Les jeunes, d'abord distraits, se redressèrent, captivés par cette femme qui transformait sa douleur en pouvoir, une guerrière qui avait défié un système pour leur montrer qu'ils pouvaient, eux aussi, se lever. Un moment inattendu intensifia l'émotion. Un garçon, Amadou, âgé de 16 ans, se leva, les poings serrés. Mon cousin a été battu par des flics l'an dernier, juste parce qu'il était noir. Ils ont dit qu'ils l'avaient cherché. Je veux apprendre à me battre comme vous, pas avec les poings, mais avec la loi. Ces mots, chargés de la même douleur qu'Aïssata avait portée, ravivèrent de sa rage contre un système qui continuait à broyer des vies. Elle répondit, la voix brisée mais ferme, « Alors apprends, et fais-le pour ton cousin, pour toi, pour nous tous. » Ce serment, scellé dans les regards échangés, transforma la salle en un espace de résistance, un lieu où la colère devenait espoir. Aïssata quitta la salle, son regard fixé sur l'horizon lyonnais. Sa fureur, désormais canalisée, avait donné naissance à un projet audacieux, transformer son petit atelier de mécanique en un centre de formation pour Kyu Bin Va Tan Nien Gok Phi, un lieu où ils apprendraient non seulement un métier, mais aussi leurs droits, leurs valeurs. Une lettre inattendue, reçue ce matin-là, attisa sa détermination. Fatou Sow, la taupe de l'UIS, y annonçait son intention de témoigner publiquement, bravant les menaces pour rejoindre le combat d'Aïssata. Ce geste, un défi lancé au système, rappela à Aïssata que sa lutte inspirait d'autres à briser le silence. Lyon, avec ses rues vibrantes et ses cicatrices, n'était plus seulement un champ de bataille. C'était le berceau d'une révolution. Aïssata savait que Vasseur et Dubois n'étaient que le début. Sa colère, alimentée par des années d'injustice raciale, était une flamme qui éclairait un chemin nouveau. Pour Mustapha, pour Issa, pour Amadou, pour Fatou, elle continuerait, transformant chaque cri de révolte en un espoir de justice, jusqu'à ce que le système, forcé de regarder ses propres failles, ne puisse plus ignorer les voix qu'il avait tenté d'effacer.